Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité. Nous sommes là comme d'habitude pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la démolition des constructions anarchiques à Pakadouma, dans la capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi la question du dialogue qui doit être organisé en République démocratique du Congo ou ailleurs. Pour certains, ce dialogue est une solution à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une position que certains politiques rejettent catégoriquement. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le député national Francis Chibalabala. Bonsoir. Bonsoir madame. Meilleurs vœux, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau après une année, hein, 2025 et 2026. En effet, joyeux nouvel an à vous aussi. Merci. Bon, si nous étions le 14, je vous aurais souhaité joyeuse fête de la Saint-Valentin. Bon, la Saint-Valentin, c'est une fête considérée pour certains, mais ce n'est pas mon cas. Est-ce que c'est votre cas? Le 14 février, j'allais dire, c'était un samedi. Vous avez bien passé votre journée? Je ne suis pas un fêtard malheureusement, donc moi les fêtes m'intéressent peu. Ok, mais certaines personnes ont célébré quand même cette date. Alors, dans votre environnement, comment est-ce que cette date s'est passée, même si vous n'êtes pas à fêtard, mais le 14, certains ont célébré l'amour. Bon, je pense que c'est plus d'actualité comme en son temps. Vous savez, les Quinois, lorsque ils sont séduits par quelque chose, ils expriment justement cette envie-là de célébrer, de se manifester, etc. Mais on constate que ça baissait quand même d'intensité depuis quelques années. Hein. C'est comme le 8 mars, on voyait des jeunes filles, etc., avec, dans des bars habillés en pagne, etc. Mais c'est pas ce qu'on constate depuis un certain moment. Et je pense que les amoureux ont quand même profité de ces dates pour s'échanger justement de vœux. Et ça a été le cas pour certains. Alors, 14 février, il y a des gens qui estiment que c'est une journée où il faut donc témoigner de l'amour, pas seulement à son homme, mais aussi à toute personne qu'on aime bien. Ainsi, merci à Stella Ramazali pour ces fleurs que j'ai reçues. Alors, merci bien. C'était une surprise pour moi parce que le 14 février ne représente rien. Mais merci pour ce geste posé à mon égard. Francis Chibalabala, vous avez célébré le 9e anniversaire du Sens de l'Imité. Effectivement, depuis sa disparition, aujourd'hui nous commémorons le 44e anniversaire 44e de l'UDPS, le parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Effectivement, 82, 44, effectivement. Nous nous sommes rappelés de ce qu'a été cette grande personnalité qui a marqué de son temps, qui a marqué les esprits, qui a un amené, politique de l'opposition qui a amené une certaine idéologie, qui a fait la promotion de la démocratie, qui a fait la promotion des élections, de la démocratie, du respect des droits humains, etc., qui a vraiment marqué son existence et le paysage politique congolais. Et nous sommes souvenus de ces prêches, nous sommes souvenus de ces punchlines, nous sommes souvenus de son idéologie, et je pense que ça reste frais dans notre mémoire collective, dans la mesure où si aujourd'hui nous parlons élection, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un, avec bien entendu ses amis, il s'était opposé à la dictature, à ces modes-là d'accession au pouvoir qui étaient devenus monnaie courante en Afrique, c'est-à-dire le coup d'État, etc., qui a fait avec ses amis la promotion de la démocratie, des élections, etc. Donc aujourd'hui, nous devons reconnaître le mérite justement de cette lutte et attribuer la paternité de ce que nous vivons aujourd'hui en termes de la démocratie à ces deux fins personnages, Etienne Tshisekedi, que je cite, et s'agissant de notre anniversaire, 44e. l'UDPS 44 ans, je crois que l'UDPS a été créé quasiment à la même année que moi, pas quasiment à la même année que moi,
l'UDPS est vieux, est plus vieux que moi de quelques mois seulement. Et je pense que 44 ans, c'est une vie, naturellement. 44 ans. C'est un âge de la maturité. On suppose avoir eu des enfants, on suppose que les enfants ont grandi, que les enfants étudient, certains sont à l'université pour ceux qui ont eu des enfants un peu plus tôt. Donc, 44 ans d'âge, c'est énorme pour une formation politique en Afrique, au Congo. Vous savez, madame, l'histoire politique de notre pays nous renseigne que certains partis politiques ont disparu avec la disparition de leurs leaders, de leurs fondateurs. Mais l'UDPS, malgré que le Sphinx de l'Imité est parti, ça fait 9 ans, le parti se porte merveilleusement bien. Mais il faut également souligner que le Sphinx de l'Imité n'était pas le seul. Et le parti a même accédé à la magistrature suprême. Le parti a eu plus de députés que du vivant du Sphinx. Ça veut dire que les enseignements qui nous avaient été enseignés sont appliqués littéralement. Mais il faut rappeler que Étienne Tshisekedi n'est pas le seul à être fondateur de l'UDPS. Justement, il y a eu plusieurs cofondateurs. Nous parlons de Tshisekedi parce que c'est lui qui a pérennisé les combats, c'est lui qui a continué avec les combats. Certains avaient abandonné à mi-chemin pour des raisons évidentes, mais il a continué avec cette lutte jusqu'à la mort. Et il a eu le temps de former, nous qui sommes ses acolytes, vous comprenez? Nous avons été très bien formés et nous sommes en train de perpétuer justement les enseignements qu'il nous a administrés. 44 ans, l'âge généralement déjà de la maturité, mais est-ce que le parti aujourd'hui peut être considéré comme un parti mature? Justement parce que, vous savez, toute formation politique a une seule motivation, si vous voulez deux motivations. La première, c'est de conquérir le pouvoir. La deuxième, si vous êtes au pouvoir, c'est de consolider et de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Donc, nous avons conquéri le pouvoir. Nous avons porté notre candidat à la magistrature suprême et il avait gagné haut la main les élections, premier comme deuxième tour, vous comprenez? Et nous sommes en train de pérenniser ces pouvoirs et au-delà de ça, nous sommes aussi en train de mettre à exécution les enseignements. Tous connaissons le punchline du défunt Étienne Tshisekedi, qui était les peuples d'abord. Et vous voyez que le président Félix Tshisekedi, qui est le manation de l'UDPS, est en train de travailler conformément à cette vision-là. Travailler pour le peuple, rien que pour le peuple. Alors, du temps de Étienne Tshisekedi, l'UDPS dans l'opposition, c'était une atmosphère extraordinaire. Alors, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Combien d'adhésions le parti a enregistré depuis votre accession à la magistrature suprême? Combien d'adhésions? Je ne saurais pas dire exactement parce que je n'ai pas les statistiques. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a quand même d'adhésions. Nous avons de nouvelles figures qui n'ont pas été avec nous au combat, qui ne sont pas des militants de la première heure, mais qui sont là, qui parlent au nom et pour le compte du parti, qui occupent des postes de commandement au nom et pour le compte du parti, dont nous pouvons dire avec beaucoup de facilité qu'il y a beaucoup d'adhésions. Mais je n'ai pas des statistiques pour vous dire, pour vous donner des chiffres exacts. Dire que qui sont arrivés, qui occupent aujourd'hui des hautes fonctions. Alors, en quoi cette particularité, quelqu'un qui débarque aujourd'hui dans votre maison et qui est considéré plus que les enfants d'abord? Bon, considéré plus que je ne sais pas. Mais je pense que lorsqu'on adhère à un parti politique ou à une formation politique, automatiquement, vous avez les mêmes droits et obligations avec ceux qui sont venus avant vous. Même si ces personnes n'ont pas l'idéologie, ne sont pas dans l'école de Tshisekedi. Sur le plan de nos statuts et règlements intérieurs, vous avez les mêmes droits et obligations. Mais après, lorsqu'il s'agit par exemple d'occuper des postes de commandement, c'est là qu'il faudrait relativiser. Il y a ceux-là qui se sont battus, qui ont payé de leur temps, qui ont investi leur argent, qui ont payé de leur vie, etc., qui ont
été arrêtés, qui ont échappé à la mort, etc. Des gens comme ça, il faudrait quand même que vous ne puissiez pas les loger à la même enseigne que ceux qui viennent d'arriver. Il leur faut naturellement un traitement de faveur. Vous savez, en politique, madame, il faut récompenser ceux qui ont cru en vous, qui ont porté votre vision et qui vous ont accompagné. Qui ont eu des valeurs aussi. Qui vous ont accompagné. Vous comprenez? C'est ça en politique. Parce que on dit toujours que les relations politiques sont basées sur des intérêts. Effectivement, ce sont des intérêts qui caractérisent les relations entre partenaires politiques. Je prends un exemple, je parle de moi, je suis candidat député provincial ou national. J'ai des collaborateurs qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné. Une fois que je suis élu député, je ne peux pas considérer que il faudrait le mettre, le mettre de côté et privilégier ceux qui viennent d'arriver. Non, en politique, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, c'est ce qui se passe au sein du parti DPS. Les postes politiques sont rétribués à ceux qui ont travaillé pour accéder justement au pouvoir, et non à ceux qui sont venus. Ceux qui sont venus, effectivement, ils vont aussi apporter les rapports, mais ça ne sera pas à comparer aux apports ou à l'apport amené par ceux qui ont cru en vous alors que vous n'aviez pas de forme. Quand je dis que vous n'avez pas de forme, alors que vous n'étiez pas encore président de la République, alors que d'aucuns vous accordaient les chances de gagner les élections, mais ils vous ont quand même accompagné, nonobstant toutes les critiques, nonobstant tous les découragements, et vous y êtes arrivé, il faut récompenser d'abord ces gens-là. C'est ça la logique. Mais malheureusement, on constate certaines choses, des gens qui viennent d'arriver, ils occupent des postes qui ne remplissent peut-être pas ces critères d'ancienneté, par exemple, ou qui n'ont pas bataillé avec vous dans des moments difficiles, qui n'ont pas été de toutes les batailles à vos côtés, mais et on voit ceux-là qui ont souffert être marginalisés. Je pense que il faudrait quand même corriger. Si ça existe, il faudrait quand même corriger. Alors, plusieurs frustrés aujourd'hui qui parlent en coulisses pour dire que l'UDPS à ce jour n'est plus l'UDPS d'avant le pouvoir. Est-ce que c'est vrai? L'UDPS d'aujourd'hui. Oui, avant le pouvoir, l'UDPS prenait toujours le peuple d'abord. L'UDPS avait plus de valeurs, mais aujourd'hui, l'UDPS a mis de côté ses valeurs. L'UDPS regarde des pots je pense que nous ne sommes pas écartés de notre lutte, de notre combat. Nous ne sommes pas écartés de nos objectifs. L'UDPS continue à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Le peuple d'abord, c'est les maîtres mots, et le président Tshisekedi l'a relevé plusieurs fois à travers ses différentes sorties médiatiques en disant, en ces termes, que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc c'est ça le peuple d'abord. Donc tout ce qu'il est en train de faire, le balai diplomatique, toutes les initiatives qu'il prend, c'est au profit de la population. La gratuité de l'enseignement, ça profite à la population. La gratuité de la maternité, ça profite à la population. Les infrastructures que nous construisons, les universités, qu'aucun président n'a construit avant le président Tshisekedi, ça profite à la population. Les écoles, les routes, vous comprenez? Tout ce qu'il est en train de mettre en place pour venir à bout de cette agression injuste dont nous sommes victimes, ça va profiter à la population. Une fois la paix revient définitivement. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la population. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. À chacun sa manière de répondre sur la connaissance de la fête de Saint-Valentin, la fête dite des amoureux. Qu'à cela ne tienne, le point commun pour tous, c'est la fête de deux âmes sœurs, ou mieux, de deux personnes dans une relation amoureuse.
Ça dit une semaine, les 14, là, la mourir les deux ans, les 14 février. Les deux jours, il y a Bisso va mourir, Saint-Valentin. Ah bon? Les deux jours, on a Bisso, donc il va mourir. Et là, les 14 février, il va mourir. Il va mourir. Et ça fait que tu vas mourir. Et ça qui va Pour démontrer leur attachement, les uns ont fait des dédicaces à leurs partenaires, d'autres l'ont fait à leur famille. Merci beaucoup na mwasi nanga Esther, napesi mbote mingi na mwana nanga Elohim, na Didier Masamba na mama nanga Lili Masamba. Mama nanga kombo na ye Rochelle Lisuka, kombo na yango na koma o kadu na pesa yango. Kombo na Rochelle Lisuka, aza jogo joueur, atukana linga te mingi. Bona jogo. Et ça le 14 février. Et là pour la biso va mourir, c'est ça. Donc je fais dédicace à ma femme, fille Rusala. Je t'aime beaucoup. C'est elle la mère de mes enfants. Merci. Le 14 février. Je fais de mourir, Valentin, bien Valentine. Après, si le bail est héritier, je souhaitais ma meilleure fête. Notons par ailleurs que cet exercice à la télé paraît plus facile aux fidèles avec leurs partenaires. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, la qualité des services de communication des principales entreprises, Vodacom, Airtel et Orange, suscite la colère des abonnés. Entre appels difficiles à passer, coupures intempestives et une connexion Internet lente, comme si l'on vivait encore au XXe siècle, les plaintes se multiplient. Nous rechargeons nos téléphones, mais parfois les crédits et la connexion disparaissent sans même avoir été utilisés, s'indignent certains abonnés rencontrés dans les rues de Kinshasa. Ça il a réseau à Bruxelles na Orange. Ba perturbation et tata makase tant mo ndenge to ça il a ba WhatsApp mona mo rotinda audio pour y qu'il des oumela donc que comme appelle kilo donc moi perturbation penezali. Orange vraiment mikolo a un problème à connexion est stable et le qui m'a tout le temps donc compliqué vraiment. Bon, ma profité de l'occasion pour l'autorité déjà bah on peut baser bateau basé la réseau. Tout ça souffre vraiment. Puis sur encore puis presque tout ça là tout ça peut vivre vraiment trop dans le téléphone. Bon connexion Orange déjà vraiment moi perturbation à réseau ma caisse même si que bien en moto vraiment bien moto et les quartiers même si internet pour lancer la musique kilo fort. Bon peut-être de bien vraiment ya ba limite là ba crédit na biso. Depuis plusieurs jours, la situation ne fait qu'empirer. Pourtant, les autorités compétentes brillent par leur silence, une attitude qui inquiète davantage les habitants de la capitale. Les usagers interpellent donc les instances de régulation et exigent une implication immédiate pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de souffrance numérique. Bataille la bisorali wana po les seuls moyens et comment osunga biso pona ko solola ko za l'informer et zaka réseaux sociaux kaka donc ya wana kana osenga ndenge konosi komi pasi ba mekapi kotalika mo bala ndamo et ça biso bien makasi mutana biso ba mekana ni ko bondisa ko surtout leti ya activité à réseau. Nos tentatives pour obtenir les explications des entreprises de communication Vodacom, Airtel et Orange sont restées sans suite. En attendant, le désarroi des abonnés ne cesse de grandir. Beaucoup espèrent l'arrivée d'un nouvel opérateur
capable de redonner espoir et d'apporter enfin un véritable soulagement dans le domaine de la communication en République démocratique du Congo. Alors, vous êtes en vacances parlementaires, Francis Tchibalabala. Qu'est-ce que vous aviez fait pendant cette période où vous devrez rencontrer votre base, aller à l'écoute de votre base? Bon, vous savez, nous autres, nous sommes différents d'autres députés dans la mesure où, depuis mon premier mandat, j'ai toujours gardé la proximité avec la population, avec mes électeurs. Donc, depuis que nous avons commencé les vacances parlementaires, je suis au contact de manière permanente avec ma base. Je suis en train de recueillir les desiderata de la population. Je suis en train justement d'enregistrer les préoccupations, les problèmes qui les préoccupent au plus haut point. Donc, c'est le travail que je suis en train de faire. Pour moi, c'est un sacerdoce. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont venus en politique pour s'en mettre plein le poche. Mais nous autres, nous estimons que c'est vraiment un sacerdoce. Nous sommes venus pour travailler au nom et pour le compte de la population, d'où cette proximité que nous avons maintenue depuis notre premier mandat. Et s'agissant du deuxième mandat, ça s'est d'ailleurs intensifié parce que nous avons un mandat national aujourd'hui, ce qui fait que si hier nous avions travaillé uniquement pour Massina, aujourd'hui nous travaillons pour 5 communes qui composent le district de la Tchamba. Alors dernièrement, certains élus étaient quand même frustrés. On a vu certains collègues essayer d'évaluer le travail des élus. Alors Francis Tchibalabala, je vous pose cette question parce que le peuple congolais estime que celui qui ne prend pas parole lors des plénières ne fait pas son travail. Combien de prises de parole, combien de propositions faites parce que votre base fait quand même face aujourd'hui à certaines situations. Le RDC a besoin des réformes. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en étant au perchoir ou en étant à l'Assemblée nationale? Vous savez, madame, je voudrais ici vous rafraîchir la mémoire. Allez-y. Lors de mon premier mandat à l'Assemblée provinciale, j'avais proposé un édit, c'est le seul édit de notre législature. Édit 0001. Pour les 5 ans, le seul. Portant protection des emprises des routes et espaces publics dans la ville de Kinshasa. C'est sur base de cet édit-là que le ministre provincial de l'Environnement, que les gouverneurs est en train ou sont en train de démolir les constructions anarchiques, etc. Ah, c'est parce que vous avez laissé cet édit? C'est mon édit. C'est la base? Vous savez, justement, oui. C'est mon édit. Vous savez pourquoi j'avais fait cette proposition d'édit? Et c'était pourquoi? Parce que j'avais estimé que la ville de Kinshasa était devenue un Capharnaüm, pratiquement un Far West, où chacun pouvait se réveiller le matin, ériger une habitation dans les emprises des routes, dans les emprises ou dans les emprises il faut dire qu'avec la bénédiction rivières, de l'État, hein, parce que ces gens ont toujours des documents dans les emprises de rivières, etc. Oui, effectivement, l'État a une part de responsabilité par rapport à cette anarchie qui s'est installée dans la ville de Kinshasa. Donc, lorsque j'ai constaté que cette situation ne pouvait être réglée qu'à travers une loi provinciale, voilà pourquoi j'avais initié cette loi. Et c'est cette loi qui sert la ville de Kinshasa. Vous êtes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. À démolir. Je suis à l'Assemblée nationale. Il faudrait que l'opinion retienne que les lois ne sont pas initiées comme si on allait acheter ou on allait déposer des lettres à la poste. Non. Les lois sont initiées pour répondre à un besoin. Ah, donc pour répondre aux besoins. Il n'y a pas de besoin. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin. Alors, il y a plusieurs lois qui existent déjà. Combien de prises de parole? Parce qu'on a dit que c'était un débat à un moment. S'il vous plaît, madame, il faudrait que l'opinion retienne. Je suis en train d'expliquer l'opinion. Que lorsque j'ai constaté qu'il y a un besoin réel, comme je l'ai constaté lors de mon passage à l'Assemblée provinciale, j'ai fait une proposition de loi pour répondre à un besoin. Donc pour le moment, il n'y a pas de besoin? Je suis en train d'analyser la situation du pays. Je suis en train de réfléchir. Là, par exemple, j'ai des initiatives qui sont en train de me tarauder l'esprit. Vous comprenez? Je suis en train de les couler sous forme justement d'un document. Et dans le jour ou le mois ou
les années à venir, parce que nous sommes encore dans notre mandat, je pourrais certainement matérialiser combien de plaidoyers en faveur de votre base? S'agissant de ma base, vous savez, madame, je parle seulement de la route Matankumu. Je suis à la base de la construction de cette route. Je n'ai pas pris parole à l'hémicycle. J'ai rencontré les autorités, j'ai écrit. Les députés ne formulent pas des demandes seulement au perchoir. Ah, ça c'est que les Congolais doivent retenir, parce qu'aujourd'hui, il y a des élus qui sont évalués par rapport à leur prise de parole au perchoir. Madame, vous avez connu un certain Daniel Safou, qui parlait à temps et à contre-temps. C'était quoi son apport en tant que député? Ah, donc vous voulez dire qu'il y a certains qui passent juste pour se faire plaisir? Il y a des gens qui se donnent en spectacle. Ils veulent que la population le voie en train de parler. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont apporté qui puisse soulager leur population? Je parle de la route Matankumu, je parle de la route Mokali, pour laquelle, pas seulement Mokali, Mikondo, Deuxième République, pour ces routes, j'ai fait, nous avons effectué une descente avec les ministres nationaux de l'ITPR. Je parle de la route Badara. Nous sommes descendus avec les ministres nationaux de l'ITPR. Je parle de la route Polino à Maluku. Nous sommes descendus avec le ministre. C'est grâce à moi. J'ai été voir le ministre. J'ai fait le plaidoyer pour mes électeurs. Vous comprenez? Le plus important, c'est de trouver une solution. Je parle par exemple de la cabine. Aujourd'hui, quand vous allez à Mapela, il y a l'électricité en permanence. Ah oui, il y a même notre collègue Clovis Odinga qui s'est moqué de nous. Il y a également Adonis Mbungu qui ont quand même confirmé que Tchangou a maintenant le courant. Hein. Non, moi je parle de Maluku. Vous comprenez? Et je parle de Mapela. Excusez-moi, Mapela. Oui, c'est Tchangou. C'est Tchangou, voilà. Aujourd'hui, nous avons été là-bas, le DG a envoyé son équipe et les gens sont en train... Ah, vous voulez dire que c'était votre plaidoyer? Effectivement, donc nous avons beaucoup d'initiatives, mais nous n'avons pas besoin de beaucoup parler, tout simplement. Mais les contrôles parlementaires? Justement, par exemple, les contrôles parlementaires, ça fait partie aussi des attributions d'un élu ou d'une assemblée parlementaire. Vous comprenez? Je suis membre d'une commission qui est chargé d'enquêter sur la RVA. Nous avons été dans certaines provinces, vous comprenez, dans les grands Katanga. C'est ça faire le travail de parlementaire. Nous avons le rapport que nous allons présenter à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce que les gens veulent? On n'a pas besoin de gens qui se donnent en spectacle. Les gens veulent voir également Francis Chibalabala passer au perchoir, s'exprimer, faire des plaidoyers, adresser quand même... Madame, vous savez, on peut être taiseux, mais efficace dans le travail. C'est ça votre stratégie? Je vous ai dit ici, aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train d'être assainie à la suite des démolitions des constructions anarchiques. C'est grâce à moi, grâce à mon édit. Avant de prendre ce deuxième dossier, vous avez parlé de la ville de Kinshasa, Francis Chibalabala. On va se rappeler que vous étiez élu de Massina, mais aussi vice-président de l'Assemblée provinciale. Pendant votre mandat, Kinshasa, à un moment, avec le gouverneur Gentini Ngobila, la ville était salubre. Quelle est la stratégie que vous aviez mise en place pour que Kinshasa puisse quand même rayonner à un moment, à un certain coin, avant que l'Assemblée provinciale n'ait des problèmes avec le gouverneur Gentini Ngobila? Quelle stratégie vous avez mise en place que vous ne pouvez pas vendre aujourd'hui à Daniel Bumba, qui quand même, il faut dire que certains coins de Kinshasa ne ressemblent pas à la capitale congolaise? Madame, vous savez, lorsqu'on est gestionnaire, il faut avoir cette souplicité ou cette facilité d'aller se ressourcer auprès de ceux qui vous avaient précédé dans la gestion. Alors, vous voulez dire que vous n'avez pas eu le temps d'échanger avec l'actuel président de l'Assemblée provinciale, l'équipe actuelle ne vous a pas approché pour apprendre de vous, c'est ça? Madame, je suis dans les principes. Okay. Lorsque vous êtes gestionnaire, il y a des choses que vous allez découvrir sur l'État, apprendre sur l'État. Et pour ces choses-là, il est toujours intéressant de consulter vos prédécesseurs pour avoir leur magie, comment ils ont pu faire pour que les choses puissent aller mieux qu'actuellement. Vous savez,
lors de notre premier mandat, nous avons connu des problèmes sérieux. Oui, on va se rappeler que la ville ne recevait rien même de la rétrocession. Il y avait la Covid. Ah, okay. Quasiment 3 ans de Covid. Presque 3 ans de Covid. Une pandémie qui a mis toutes les économies du monde à genoux. Nous nous sommes battus dans cette difficulté-là pour essayer de travailler au profit des Kinois. S'agissant de la salubrité, le gouvernement central a loué 2,5 millions à la ville de Kinshasa. Qui venait aussi à peine. Hein? Mais après un moment, ça ne venait plus. C'est sur fonds propres qu'on a organisé la salubrité dans cette ville. Ah, c'était sur fonds propres. Sur fonds de la ville. Oui. À un moment donné, ça venait, le gouvernement central envoyait. Après plus d'une année, ça ne venait plus. Et nous nous sommes battus avec les moyens du bord pour assainir la ville. Nous sommes battus, madame. Vous savez, lorsque vous voulez occuper des fonctions, il faut avoir une vision. Vous voulez dire quoi par là? Il faut avoir une vision. Daniel Bumba a vendu sa vision ici, Kinshasa Bonga, et tout le monde l'a cru. Et surtout qu'il était porté par le parti présidentiel. Bon, j'estime qu'il rencontre aussi des pesanteurs. Il a la volonté de travailler parce qu'on le suit quand même à travers le média, de rendre la ville libre, de donner un autre visage à la ville de Kinshasa. Il a cette volonté affichée, vous comprenez, qui s'est traduite à travers des discours, mais nous pensons que les actes vont suivre aussi. Il est en train de se battre comme un diable dans un bénitier, et nous estimons que les résultats seront perceptibles par les Kinois. Donc, accordons-lui les bénéfices du doute par rapport à cela. Il a aussi des contraintes, comme je l'ai dit précédemment, des pesanteurs. Mais vous aviez eu aussi des contraintes. Mais vous avez su surmonter. Bon, il est encore en cours de surmonter. Est-ce que là, vous êtes en train de parler entre vous, membres d'un même parti? Comme on dit que les linges sales se lavent toujours en famille. Non, et là, vous êtes en train de... je pense que ça n'existe pas. Vous savez, si moi j'étais la direction du parti, j'aurais désigné comme gouverneur quelqu'un qui a une expérience dans la vie de Kinshasa. Donc, quelqu'un comme Chekoko Mulumba qui était là? Il n'y a pas que lui. Moi, j'étais vice-président de l'Assemblée provinciale. Alors, nous avions des députés provinciaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la population nous attend au tournant. Et bien sûr. La population n'a pas besoin des discours vains. La population a besoin des résultats. La population est en train de vouloir sanctionner. Et lorsque on court après les résultats, il faut placer un champion. On ne place pas des outsiders. Je crois que je me suis fait comprendre. Est-ce que Francis Chibalabala est en train de dire que la direction du parti aurait bien gardé ceux qui étaient là? Parce qu'ils avaient déjà la maîtrise. Je crois que je ne voudrais pas emprunter votre vocabulaire parce que je suis très méticuleux s'agissant de mots que j'emploie. Mais tout simplement, je voulais dire que si j'étais à la direction du parti, j'aurais dans cette masse de combattants vérifié qui a une certaine expérience dans la vie de Kinshasa ou de la vie de Kinshasa et j'aurais jeté mon dévolu sur lui. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. On se retrouve juste après. Contrôle technique, ce que je peux dire, c'est que je suis le gouvernant de demain. Il faut prêcher par l'exemple. Dans tous les pays du monde, personne ne peut sortir avec sa voiture sans voir les documents. Ouais, c'est obligatoire. Moi, je n'avais pas de certains documents. J'ai accepté ce que Eddy et les Bumba ont fait. J'ai payé tout, assurance, contrôle technique, et permis, je l'avais déjà, et tout. Il faut se conformer. Et j'appelle, je suis un leader d'opinion, on ne me suit pas des millions, même pas des millions de Congolais. Je dois prêcher par l'exemple. Les pays comme la France n'ont pas tous les minerais que le Congo a. Mais regardez son budget. 400 milliards de dollars. Ça vient des impôts, ça vient des taxes. Pour que le Congo puisse être construit, il faut qu'on paie les taxes, il faut qu'on paie les impôts. Pour sortir avec votre véhicule, il faut avoir l'assurance, il faut avoir le contrôle technique. Il faut... Comment tu peux conduire sans assurance? Comment tu peux conduire sans contrôle technique? Comment tu peux conduire sans permis de conduire? Comment tu peux sortir sans payer la vignette? Parce que demain, tu vas dire, oh, ma boule est le Kiming.
Mais pour pas c'est ma boulouana, il faut vignette. Par rapport maintenant à l'argent qui entre, attention, on paye les vignettes, mais on veut savoir combien est entré dans les caisses. On paye les vignettes, il faut qu'on... Parce que l'impôt, la taxe doit avoir un caractère, je veux dire, il doit avoir la contrepartie. Nous, on paye la taxe, c'est obligatoire. Mais quelle est la contrepartie? L'argent qui entre dans les vignettes, parce que nous roulons sur les voies, sur la route, nous abîmons les routes, on va réparer les routes avec ça. Donc, il faut qu'on nous dise combien on a fait entrer et ça servit à quoi. Et si on fait ça, on va créer une relation de confiance entre nous et la population. Pourquoi les gens refusent de payer même les pots fonciers? Avant, tu vas le banni. Ah, ceux qui te pèsent un bon, tu fous un bon, il y a déjà un cas, il y a des pots fonciers, il y a un tabanamogila gila. Donc, tu fous ta tête. Tu vois, cette défiance, cette méfiance entre les dirigeants et les dirigés. Les dirigés, la population a l'impression que quand on donne cet argent-là, le gouverneur Kozango a développé sa troisième bureau. L'Union des Républicains et alliés rejette les conditions posées par M. Félix Tshilombo pour la tenue de ce dialogue et disent non au dialogue institutionnel car les institutions en question font partie prenante au conflit politique et sécuritaire constaté par la communauté internationale. Pour mettre fin à ce conflit, il faut un dialogue politique global et inclusif, issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013, appuyé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 mars 2013. Félix Tshilombo oublie que le dialogue lui exigé ne va pas se tenir par sa propre volonté. C'est sous forte pression qu'on a arraché ce dialogue. Faisant lui-même partie au conflit, il n'a pas de conditions à poser. Ainsi, il doit simplement s'impliquer et amener son cahier de charges qui sera discuté et harmonisé à la commission préparatoire et toutes les parties prenantes au conflit devant les médiateurs. L'accord de principe et l'accord de Doha prévoient la mesure de confiance, c'est-à-dire la libération des prisonniers ou détenus d'intérêt. Si l'AFC M23 ont fait preuve de libérer plusieurs prisonniers ou détenus, Félix Tshilombo et son régime restent à faune. Aucun prisonnier ou détenu n'est libéré. Par contre, il continue d'enlever les gens et les emprisonner. Félix Tshilombo tient toujours à la guerre, alors que, depuis qu'il a engagé la RDC dans cette guerre, il n'a récupéré aucune localité conquise par l'AFC M23. Nous voulons un dialogue réellement inclusif avec toutes les parties prenantes congolaises en conflit qui va aboutir à la réconciliation nationale et à la paix durable dans notre pays. Encore un naufrage enregistré dans une partie de la RDC, dans la province du Kasaï oriental. Francis Chibalabala, ça fait quand même plusieurs fois qu'on parle de naufrage en RDC. Actuellement, il y a le projet 145 territoires qui est en exécution, qui est donc en marche. Et ce projet met également l'accent sur les infrastructures. Que faut-il faire pour quand même arrêter, je peux dire, cette hémorragie de naufrage en RDC? Madame, je pense qu'il faut mettre du sérieux dans ce que l'on fait. Ah, vous constatez qu'il n'y a pas de sérieux? Lorsqu'on vous confie un portefeuille, il faut de la rigueur, il faut du sérieux. C'est le énième naufrage. Et on compte des morts. Les décomptes macabres continuent de s'allonger. Et je pense qu'on en a assez. Nous sommes fatigués. Vous savez, lorsque nous allons intégrer la notion selon laquelle la vie humaine est sacrée et plus importante que toute autre chose, la vie humaine nous allons prendre la mesure de la situation. Vous savez,
nous sommes en train de récolter les résultats d'une certaine incurie de la part de ceux qui sont censés travailler pour réglementer ces secteurs. Je parle du ministre des Transports, par exemple. Je parle des autorités de la je crois, Régie des voies fluviales, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des embarcations de fortune qui ne peuvent pas résister au souffle du vent, à la pression de l'eau. C'est comme ça que nous assistons à ces genres de naufrages. Et ce sont nos populations qui sont en train de mourir. Et jusqu'à quand ça va s'arrêter, madame? Donc, vous avez compris que l'État congolais ne travaille pas pour le peuple, c'est ça? Je ne parle pas de l'État congolais, je parle des individus. Mais les individus, ils agissent au nom de l'État congolais, non? Justement, alors, ils sont placés là écoutez, madame. Relever le défi. Vous savez, sous d'autres cieux... Ils sont là pour relever le défi. Sous d'autres cieux, il y a certains actes, lorsque ça advient, automatiquement vous démissionnez. Ça, c'est pas puisque les ridicules ne tuent pas dans notre pays, mais il faudrait quand même, à un moment donné, que lorsque vous acceptez d'endosser une certaine responsabilité, lorsque vous êtes en responsabilité, il faudrait faire le maximum pour offrir un service qui soit de qualité à la population. Il ne faudrait pas à tout moment qu'il y ait des excuses. Doit-on continuer à embarquer dans ces embarcations de fortune ou on peut trouver un palliatif ou une solution de réchange pour qu'il y ait quand même des embarcations sérieuses qui puissent assurer aussi les transferts ou, si vous voulez, les transports de la population. Alors, vous parlez quand même du comportement ou des sanctions qui n'arrivent toujours pas. Aujourd'hui, on voit même à Kinshasa certaines routes réhabilitées hier qui aujourd'hui se trouvent encore dans un état de délabrement avancé. Que pensez-vous du silence des autorités? Un silence complice? Vous savez, madame, les autorités... promis de prêcher par l'exemple. Vous savez, à un moment donné, en tant qu'autorité, on n'a plus besoin de dénoncer. Oh, vous avez besoin d'agir. En réalité, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on appelle inversion de rôle. Vous voyez, une autorité qui est censée apporter la solution à un problème, de par la fonction qu'elle assume, c'est cette même autorité qui est en train de dénoncer. Mais qu'est-ce que vous dénoncez? Alors que vous êtes là pour apporter des solutions. C'est à la population de dénoncer. Vous comprenez? S'agissant de route, c'est là que je salue l'intelligence du président et de son gouvernement en orientant les constructions de routes vers ce qu'on appelle le bétonnage. Aujourd'hui, avec les bétonnages, parce que par endroit, il y a certains endroits où il y a 30 cm, d'autres il y a 40, 50 cm, et le fait de bétonner nos routes, je pense que nous leur accordons une certaine espérance de vie qui soit quand même poussée par rapport aux routes sur laquelle nous roulons. Une route qui vient d'être construite il y a quelques mois, après, ça commence à se détériorer. Et je pense qu'il y a une certaine complicité dans ce que nous observons. La société qui a gagné le marché, c'est lui qui a confié le marché, la personne qui a sorti l'argent, etc., avec les systèmes de pourcentage, etc. Et ça fait à ce que l'entrepreneur ou la société qui construit ne construit pas une route qui réponde aux standards internationaux. Alors, on en parle depuis un temps, ça continue, les cris d'alarme des fonctionnaires de l'État. Sous d'autres cieux, tout le monde souhaite bien être fonctionnaire, mais en RDC, les fonctionnaires de l'État, une certaine catégorie, la vie est non seulement chère, mais ils sont en train de passer quand même des moments difficiles. Francis Chibalabala, c'est devenu un slogan. Les fonctionnaires de l'État sont généralement, pour la plupart, payés toujours en retard, ce qui ne leur permettent pas donc de répondre aux besoins de leur famille, aux besoins des personnes qui dépendent d'eux. Mais une certaine voix se lève pour dire oui, les fonctionnaires crient, personne ne les écoute.
pas des députés pour porter leur cause, pour chercher à en savoir plus. On pointe toujours du doigt accusateur les banques, comme si les banques reçoivent l'argent, mais programme la paye en retard. Mais les députés, les ministres sont toujours payés. Attends. Déjà, je rectifie. Les députés, jusque-là, ne sont pas encore payés. Ah, vous êtes aussi dans cette catégorie des personnes non, qui... écoutez, parce que vous savez, vous nous prêtez parfois des mauvaises on dit que la population dit que les élus sont bien payés. Voilà pourquoi vous gardez silence. Nous avons toujours été payés en retard, les députés. Ah. Les fonctionnaires touchent avant les députés. Renseignez-vous, madame. Vous avez parlé des banques commerciales. C'est auprès de ces banques que vous pouvez avoir des renseignements fiables. Nous avons toujours été payés après les fonctionnaires. Vous savez pourquoi on ne fait pas du bruit? Et pourquoi? Parce que nous sommes l'émanation de la population. Nous sommes censés travailler au profit de cette population-là. Nous ne devons pas, sur le dos de la population, nous en mettre plein le poche, nous enrichir. Non. Voilà pourquoi nous restons silencieux, nonobstant le fait que nous sommes payés en retard. Ah, donc vous êtes souvent payés en retard. Ça, c'est un rectificatif. Oui, ok. S'agissant des fonctionnaires, je suis d'accord avec eux. Moi, personnellement, je souhaiterais que les fonctionnaires soient payés avant le 1er. Vous savez, sous d'autres cieux, par exemple, si vous louez une maison, c'est le 1er que vous devez payer votre loyer. Il y a aussi des résidences ici, des contrats qui courent à partir du 1er. Et là, ça met automatiquement les bailleurs en difficulté. Peut-être que le bailleur ne vit que de ces loyers-là. Il ne saura pas payer le frais scolaire pour ses enfants. Il ne saura pas manger. Et les fonctionnaires qui est payé en retard aussi aura de problèmes. Parce que c'est qu'on lui paye. Peut-être ça ne permet pas de nouer les deux bouts. Il se bat, il se casse en 1000 morceaux pour essayer d'atteindre le bout du mois. Mais lorsque vous prolongez la paye, vous le mettez dans une misère incommensurable. Vous comprenez? Mais il faudrait aussi que nous puissions relativiser, madame. Nous sommes dans un pays en guerre. Ça, les gens ont tendance à l'ignorer. Ici, même lorsque certains compatriotes parlent des élections au Congo, mais moi, je leur dis, mais nous sommes pas loin de nous. Bon, un peu loin de nous, en Europe, en Ukraine. Le président Zelensky a fait un mandat depuis 2024. Mais la population ukrainienne ne réclame pas les élections président Zelensky. Est-ce que là, parce que la population, laissez-moi évoluer s'il vous plaît, je vais me perdre en conjecture. Et cette population-là n'exige pas les élections parce qu'elle a conscience que nous sommes agressés par les Russes. Je parle de fonctionnaires. Vous savez tous, comme moi, vous êtes intellectuels, que la guerre implique des sommes exponentielles. Là, par exemple, s'agissant du budget de la défense, ça a été revu à la hausse. Quasiment 30% de notre budget actuel est alloué à la défense. Est-ce que la situation actuelle est liée à la guerre ou la mauvaise gestion, la mobilisation de recettes qui manque? Non, ou c'est certains indexent la Banque centrale du Congo avec André Ouamessou. D'autres parlent du ministre des Finances. Je ne parle pas des banques. Lorsqu'on vous impose une guerre injustement, vous êtes obligé de vous défendre conséquemment. L'arsenal des guerres, les militaires, la paye, la ration, tout ça, la logistique, ça implique des montants colossaux. Et des montants qui n'étaient même pas prévus dans le budget. Ça va chambouler les choses. Et malgré la situation de la guerre, le président Tshisekedi continue à payer régulièrement les fonctionnaires. Il n'y a pas d'arriéré, madame. Il n'y a pas d'arriéré, les fonctionnaires de l'État? Il n'y a pas d'arriéré. Les fonctionnaires de l'État, Mon père est fonctionnaire. Il touche tout le mois. Il est certes vrai qu'il y a un prolongement par rapport à la date de la paye, mais ils n'ont pas d'arriéré. Est-ce que vous pensez vraiment que les fonctionnaires qui travaillent aux mines seront d'accord avec vous? Parce qu'ils enregistrent au moins autant d'arriérés. Ceux qui travaillent à la RTNC, par exemple, certains enregistrent d'arriérés. Non, il y a un effort commensurable. Il faut toujours faire des distinguos entre les fonctionnaires qui sont payés par l'État et les agents de l'État qui travaillent dans les régies, par exemple. Ils ont leur autonomie financière, etc. S'il y a des problèmes au niveau interne,
il ne faudrait pas rejeter la faute à l'État. C'est leur administration. Mais je vous dis, les fonctionnaires de l'État sont payés tout le mois, malgré le fait que nous sommes en guerre. Et ça, il faut féliciter les chefs de l'État. Cela prouve à suffisance qu'au-delà du fait qu'ils pouvaient trouver une excuse légale et légitime, ils se battent quand même pour payer les fonctionnaires. Les retards, c'est vrai, nous les décrions, mais il ne faudrait pas aussi en faire toute une montagne, madame. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous trouvez le leadership de l'actuel président de la Chambre basse du Parlement? Certaines voix s'élèvent pour dire, bon, il a eu ce qu'il voulait, alors Aimé Boji se repose calmement, on ne l'entend plus, même si c'est en vacances parlementaires. Alors, Francis Tibalabala, dites-nous. Vous savez, madame, je pense que c'est prématuré pour moi d'établir un jugement contre ou pour le président Boji. Prématuré parce qu'il vient à peine de prendre ses fonctions au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, on doit attendre la rentrée parlementaire. Vous savez, parfois nous sommes trop sévères. Il est certes vrai que nous voulons que nos problèmes trouvent des solutions. Nous, députés par exemple, nous voulons activement qu'il y ait des solutions à nos problèmes. À quel problème par exemple? Beaucoup de problèmes. Ah, vous avez beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins, il faut quand même accorder les bénéfices du doute au président Boji. Moi, je vais les juger sur le long terme. Je verrai ce qu'il aura réalisé consécutivement aux promesses qu'il avait données à nous qui sommes ses électeurs. Si nous trouvons que ces réalisations n'ont pas atteint les seuils de l'acceptable, je reviendrai sur votre plateau pour vous n'allez pas dire regretter, ce qu'il y a comme risque. Vous n'allez pas regretter Vital Kamerhe, hein? C'est prématuré, madame. Madame, messieurs, place à ce dossier. Nous allons nous retrouver juste après pour un autre débat. Nous avons élu un pouvoir en 2023. Nous avons élu un pouvoir dans le pays qui est légitime. Nous avons un président de la République, chef de l'État, élu légitimement. Comment voulez-vous, M. Mamba, M. Kaniki, qu'un étranger vienne pour dire aux Congolais, asseyez-vous, je vais vous réconcilier. Et le chef que nous avons élu, il est où? Ah, ok. Et le chef que nous avons élu, il est où? Donc, on le met de côté. Il y a ceux qui estiment qu'il fait partie du problème. Mais quel problème? Donc, le pouvoir qui est dans le pays, le chef qui est là dans le pays, que nous avons élu pour régler les problèmes des Congolais. Maintenant, c'est un étranger qui vient pour dire aux Congolais, asseyez-vous, je vais vous réconcilier. Et le chef que nous avons élu, on le met où? Le pouvoir... Qu'est-ce qu'il devient? Le pouvoir qui est dans le pays devient quoi, ce pouvoir-là? Donc, nous nous tirons nous-mêmes des balles dans les pieds. C'est pas avancé, c'est pas politique. Donc, dialogue à Kinshasa avec le Congolais, pour le Congolais. Dialogue dirigé par les Congolais au sein des institutions. Mais soyons quand même sérieux. Ce n'est pas une question de facilitation, professeur. De neutralité dans la facilitation. Mais un facilitateur neutre. Mais ce neutre-là, il vient faciliter quoi? Il vient faciliter quoi? Quel est le conflit qu'il y a entre Congolais aujourd'hui? Et pour résoudre ce conflit-là, il faut qu'un étranger vienne faciliter la solution de ce conflit. C'est quel conflit? Avant qu'on arrive à ces dialogues, pour nous, il y a des préalables. Si je peux me permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ces dialogues ne doivent pas venir consacrer l'impunité parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus
de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complice, mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Démolition dans la capitale de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, on en parle. Le ministre de l'Intérieur, accompagné des membres, de certains membres du gouvernement provincial, s'était rendu le week-end à la baie d'Ingaliema. Certainement que ce sera la prochaine étape, mais déjà, on parle de la démolition des constructions anarchiques à Pakadjouma. Francis Chibalabala. Votre population a été également victime des destructions anarchiques, mais aujourd'hui, Pakadjouma, les habitants lancent un SOS parce qu'ils ne savent où aller. Madame, je vous ai dit ici d'entrée des jeux que ce qui sous-tend justement l'action du gouvernement provincial, c'est mon éthique et dit pourtant protection des espaces publics dans la ville de Kinshasa. Donc vous êtes satisfait? Les emprises des routes et espaces publics dans la ville de Kinshasa. Madame, mais la façon vous savez, nous avons de lois en RDC. Il y a beaucoup de lois. Vous m'avez dit ici, c'est quoi mon initiative législative depuis que je suis à l'Assemblée nationale? Nous avons de lois et de lois, des tonnes de lois, mais qui souffrent de leur applicabilité. Madame. Vous savez qu'on ne peut pas construire sous la voie ferrée. Il y a ce qu'on appelle le servitude de voie ferrée. Il y a des mètres qu'il faut observer avant de construire. Donc il faut démolir et ce n'est pas respecté, madame. Il y a ce qu'on appelle les servitudes des rivières. Mais il y a également les emprises des routes. Vous savez, madame, ici sur votre plateau, j'ai eu à dénoncer. Quand vous allez vers la partie est, Kinshasa Est, vers Ntsélémalou, il y a des gens qui ont construit des habitations sous des lignes à haute tension. Et là, l'État... Il y a ce qu'on appelle les servitudes des lignes à haute tension. Il faut observer, madame. Ces lignes-là sont très puissantes. Il suffit que ça se détache, madame. Ça va calciner les gens. Doit-on attendre que les gens meurent pour démolir ces habitations construites anarchiquement? Ou il faut prévenir? Matadi Kibala, c'est la même chose. Madame, je suis pour le gouvernement provincial. Il en va de la sécurité de ces populations-là, premièrement. Deuxièmement, il en va de l'image de notre pays. Donc, vous êtes en train de dire qu'il ne faut même pas indemniser ces gens. S'il vous plaît, troisièmement, vous savez, ces genres de habitations de fortune-là constituent parfois des niches de certains criminels. Ils y sortent la nuit pour aller opérer, ils y retournent la nuit incognito. Des gens qui vivent là-bas sont considérés comme de hors la loi. Il y a une certaine complicité, etc. Je pense que le gouvernement a pris la bonne décision, le gouvernement provincial. Je salue. Sans indemniser. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à la décision, je salue. Deuxièmement, je demanderai au gouvernement de veiller à ce que ces genres d'habitations ne puissent plus sortir des terres dans certains coins qui sont non édificants, sur base de loi de la RDC. Sinon, nous allons retomber dans les travers du passé. Et ça, ce n'est pas intéressant. Alors, dégradation des réseaux de communication en République démocratique du Congo, le SOS de la population qui dénonce le silence non seulement des autorités, mais aussi, on dirait que la situation n'inquiète même plus les sociétés de télécommunications qui, malgré ce ras-le-bol des Congolais, ces sociétés tirent quand même bénéfice. Je suis de cœur avec la population parce que moi aussi j'en suis victime. Okay. Je pensais que vous n'étiez pas dans le lot. Moi aussi j'en suis victime, madame. Lorsque vous êtes sous d'autres cieux, la connexion est fluide. Il vous arrive d'aligner plusieurs phrases dans une communication sans interruption, sans que la ligne devienne mauvaise. Mais lorsque vous êtes au Congo, ces sociétés-là, si
elles ont des problèmes logistiques. Je ne vois pas pourquoi elles sont venues s'installer au Congo. Lorsqu'une société de communication vient s'installer, il faudrait que l'autorité qui donne soit le permis puisse se rassurer que le service sera fiable. Le service sera à la dimension des attentes justement de consommateurs. Mais à l'inverse, il faudrait des justifications et des excuses de la part de ces services. C'est qu'on n'observe pas. La communication est mauvaise, dans notre temps, ça vous bouffe les mégas. Et ça profite à ces entreprises. C'est eux qui gagnent. N'est-ce pas une question qui peut ça, vous interpeller, vous en tant qu'élu, pour en savoir plus? Je pense que... en interpellant les ministres sectoriels. Cette question vaut son pesant d'or. Et en tant que député, je vais réfléchir comment initier une question orale avec débat s'agissant des sociétés de communication. Il y a le ministre des tutelles, bien entendu, qui va nous fournir des explications par rapport à ce qui se passe. Pourquoi les mêmes sociétés, lorsqu'ils sont dans d'autres États, ils distribuent un service fiable? Mais lorsqu'ils sont au Congo, comme si au Congo, c'est un Far West. C'est pas parce qu'ils ont compris que c'est un peu comme les Congolais, un peu semblable à une jungle, quoi. Non, je pense que ça doit s'arrêter quand même. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Alors, situation sécuritaire, on en parle en ce magazine. Maître Francis Chibalabala, nous avons également vu au front pour défendre les RDC face à l'agresseur, aux ennemis qui sont en RDC comme à travers le monde. Quelle est votre analyse aujourd'hui de l'évolution de la situation dans la partie est de la RDC? Bon, je pense que les choses évoluent en dents des scies, certes, mais elles évoluent quand même bien, au profit de la population. Le cessez-le-feu sera observé à partir, je crois, du 18 février. Et je pense que les deux parties, donc la partie rebelle et la partie gouvernementale, ont donné leur consentement, leur accord par rapport à ce cessez-le-feu. Et vous savez, madame, lorsqu'il s'agit de la guerre, il est certes vrai que beaucoup en profitent parce que c'est un business. Il y a des armes qui sont achetées, il y a l'argent qui est détourné parfois parce qu'il n'y a pas un bon contrôle, etc. Il y a des minerais qui sont volés par le rebelle, par tous ceux qui tirent des ficelles du côté de rebelles. Mais il ne faut pas oublier que la partie, ou si vous voulez, ceux qui en font le frais, c'est la population. C'est les peuples qui tombent tout le jour. Et s'il faut signer n'importe quel accord, qui soit au profit, dans une certaine mesure, de la population, alors, je pense qu'il faut aller sur cette voie-là pour soulager un tant soit peu la misère de la population. Il y a eu des accords qui ont été signés notamment en présence des États-Unis d'Amérique, mais sur terrain, rien n'a changé. C'est le fait à l'Est. Après Kinshasa, il y a eu la FCM23 qui a affirmé son engagement pour une trêve immédiate. Mais malgré cela, l'armée congolaise a quand même, encore une fois de plus, dénoncé le comportement de la FCM23 sur terrain. Est-ce que ce cessez-le-feu annoncé ne sera pas seulement un discours, comme autant d'autres décisions qui sont déjà prises? Madame, je pense que nous ne sommes pas des enfants des cœurs non plus. Nous ne sommes pas en train de nous laisser burner. Vous savez, parfois, les cessez-le-feu, c'est du bluff, tout simplement, pour détourner l'attention. Okay. Mais le gouvernement a sur la table plusieurs options. L'option militaire, parce que nous sommes en train de nous battre pour repousser justement les agresseurs, les ennemis de la population, les ennemis des Congolais. Nous sommes en train justement d'utiliser ou de nous servir aussi de la voie diplomatique qui est en train naturellement de porter ses fruits parce qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, il y a eu plusieurs dénonciations, plusieurs condamnations, etc. Il y a également la voie politique parce que nous voulons que ces problèmes soient réglés définitivement.
Nous n'avons pas besoin des effets d'immenses. Nous n'avons pas besoin des solutions qui soient précaires. Parce que la situation que nous connaissons dans la partie orientale de notre pays a duré pendant plus de 3 décennies. Nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de morts. C'est énorme, madame. Et ce décompte macabre doit s'arrêter. Donc, même si l'AFC 23 est en train de violer à tout bout de champ les cessez-le-feu, mais nous ne sommes pas non plus en train de dormir sur nos lauriers. Nos forces armées sont sur la ligne de front en train de se battre justement pour reconquérir les territoires qui sont passés à l'ennemi, éventuellement bouter l'ennemi hors des frontières de la RDC. Alors, concernant la situation sécuritaire, les choses ont changé. D'un côté, on avait cette initiative portée par le couple SCC-SENCO, mais aujourd'hui, la médiation pour le dialogue qui sera organisé est confiée au président angolais. Alors, Maître Francis Tchibalabala, le dialogue reste pour certains une voie pour la sortie de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Mais il y a une voie, certains politiques qui s'élèvent pour dire on va dialoguer, oui, mais avec qui dialoguer? Surtout après les propos de l'ambassadeur du Rwanda sur le sol américain qui a quand même affirmé que depuis ce temps, le Rwanda a toujours collaboré avec la M23 sur le plan sécuritaire. Madame, vous savez, monter, il en restera toujours quelque chose. Le Rwanda et son bras séculé, la FC23, les PPRD, Ensemble pour la République, les évêques de l'ECC, ECC catholique, etc., de la SENCO, qui, à mon avis, je considère que ce sont des vassaux du président Kagame, parce qu'ils n'ont fait que prolonger, s'il vous plaît madame, ils n'ont fait que prolonger la rhétorique rwandaise. Mais c'est un discours qui s'est vraiment installé juste au sein du parti au pouvoir, selon certains politiques. Toutes leurs déclarations, c'était les prolongements du narratif rwandais. Ils n'ont jamais, alors jamais, condamné l'agression rwandaise. Et cette déclaration, ça sonne comme justement une bombe, dans la mesure où ça douchait justement ces évêques et les autres qui voulaient congoliser la crise à l'est de la RDC. Alors que nous sommes dans un cas typique d'agression. Et maintenant que le Rwanda est passé aux aveux, maintenant que toute la communauté internationale a condamné le Rwanda, ils sont en difficulté maintenant de revenir sur leurs déclarations. Donc, qu'est-ce que le dialogue entre Congolais va apporter d'efficace à la résolution de la crise? C'est d'ailleurs la question que plusieurs se posent. Rien Parce que la crise, elle est sécuritaire. La crise est sécuritaire et non politique. Nous sommes dans un cas typique d'agression. Vous n'allez pas aujourd'hui travestir l'histoire par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Demandez à Zelensky de négocier avec les Ukrainiens pour régler le problème qui est sécuritaire en Ukraine, alors qu'il s'agit d'une agression de la part de la Russie, madame. Mais le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui que le Rwanda a reconnu cela. Félix Tshisekedi est favorable à ce dialogue. Madame, le président a toujours été ouvert au dialogue. Depuis son premier mandat, il a toujours tendu la main vers l'opposition, vers tous les compatriotes. À un moment donné, nous devons nous asseoir autour d'une table pour que chacun puisse crever l'abcès, trouver un modus vivendi pour le bien de la population. Alors, Francis Tchibalabala... Mais il ne faut pas tromper la population que c'est ce dialogue qui va régler l'agression rwandaise. On a l'impression que la démarche... Ne travestissons pas l'histoire. Les demandes de... Et au-delà de ça, madame, les dialogues ne s'imposent pas. Nous sommes dans une démocratie. Aujourd'hui, nous avons parlé de Etienne Tshisekedi comme étant les précurseurs, la personne qui s'est battue pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Dans une démocratie, madame, pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Vous comprenez? Le président Tshisekedi avait gagné les élections en 2018 d'une courte tête, il faut le reconnaître,
Mais en 2023, c'était haut la main. C'était un triomphe, madame. Il n'y a pas de crise en interne. Qui, parmi les poursuivants du président, avait contesté l'ordre d'arrivée? Personne. Même s'il y a eu des irrégularités, personne ne vous a dit clairement que les résultats sortis des urnes ont été travestis, ont été tripatouillés. Personne, madame. Donc, puisque nous sommes des démocrates et que vous voulez demain le couple SCC avait quand même arriver au contesté, pouvoir, attendez 2023, 2028, excusez-moi. Senko n'était pas quand même d'accord avec ça. Madame, vous savez que ces couples a toujours prolongé la rhétorique de Kagame. J'en veux pour preuve. Nous sommes en 2018. Le président Kagame, alors président de l'Union africaine, il avait refusé de reconnaître les résultats qui avaient porté Tshisekedi à la présidence de la République. Questionnez l'histoire, madame. Il avait refusé. Donc, ces couples-là est en tandem avec Kagame depuis toujours. Mais on va quand même se rappeler, pour que l'UDPS arrive au pouvoir, c'était quand même avec le soutien notamment du couple SCC. Non, pas l'UDPS. Non, madame, excusez-moi. Nous devons rectifier. Une question des internautes. La Senko n'a rien fait. S'il vous plaît. La Senko n'a rien fait pour que nous puissions accéder au pouvoir. Ah bon? C'est la population. Mais écoutez, madame, nous sommes quand même... C'était quand même avec le soutien de la Senko. Non, madame. Qu'est-ce qui vous rassure? Attendez, madame. Marches, on avait vu quand même... Il y a eu plusieurs candidats en lice à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous rassure que M. Cholé ou Mbongo avaient voté pour le président Tshisekedi? C'est la population. Ah, donc ceux qui affirment que vous avez trahi la confiance de la Senko tapent à côté donc. Parce qu'aujourd'hui, on vous accuse d'être ingrat. On accuse l'UDPS d'être ingrat envers... En quoi faisons? Parce que nous sommes la Senko qui vous a accompagné pendant votre lutte. Non, la Senko a accompagné l'opposition. L'opposition était plurielle. La Senko n'a pas accompagné l'UDPS comme parti à part entière. Il faudrait faire cette nuance-là, madame. C'est la population qui a considéré que l'offre programmatique de l'UDPS était acceptable. Était meilleure que les autres. C'est comme ça que la population a voté pour Étienne Félix Tshisekedi. Il se retrouve président de la République. Madame, Messieurs, pris dans ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Sous notre mandat, l'Église du Réveil du Congo, en ce qui la concerne, promet par analogie de la foi d'accompagner sans condition ni hésitation le président de la République, chef de l'État, sur tous les fronts possibles qui requièrent sa présence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que la Bible interdit à tous ceux qui servent Dieu de ne point être parmi les gens remuants, mais d'être plutôt à la montagne en tant que conseiller de ceux qui gouvernent. Autrement dit, l'Église est au milieu du village. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique, spirituelle et citoyenne pour affirmer avec clarté que l'Église du Réveil du Congo est aujourd'hui suffisamment outillée, structurée et mûre pour contribuer utilement aux affaires de la nation. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité,
la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Alors, vous le savez certainement, la République démocratique du Congo a été réélue pour un nouveau mandat de 2 ans au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Déjà, Maître Francis Chibalabala, les Congolais, certains Congolais se sont posé la question, durant déjà son premier mandat, qu'est-ce que la RDC a fait? Bon, madame, je pense que il s'agit d'une organisation africaine, c'est ça? Oui, Union africaine. Union africaine, c'est une organisation africaine. Le travail ici n'est pas en solo, c'est un travail d'équipe. Vous comprenez? Et un travail d'équipe, lorsque ça marche, on applaudit. Lorsque ça ne marche pas, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur une composante qui est la RDC. Non, si ça ne marche pas, selon vous, il faut tirer sur tous ceux qui constituent cette équipe-là. Mais je pense que il faut dire que c'était quand même aussi une occasion pour la RDC de porter la voix des Congolais pour dire on en a assez avec cette agression. Je pense que le bilan est positif parce que la RDC profite toujours de toutes les tribunes pour faire entendre la voix du Congo. Madame, vous savez Kagame Nde Balobara, Kagame Abeli Liboma. Ah bon? Il a pété les plombs. C'est-à-dire que le président Tshisekedi ne l'a pas lâché d'une semelle. Est-ce que pour dire qu'à commission Nasuka? Mais quand vous avez quelqu'un qui naturellement ne parle pas ou parle peu, devient loquace, il tient de propos injurieux, déplacés à l'endroit de notre président, et là, il veut se poser en victime pour présenter le président comme étant l'enfant chéri de la communauté internationale. Madame, cela prouve à suffisance qu'il y a un travail de fond qui a été fait par les présidents de la République. Le samedi, qui a été fait par le samedi 14 février 2025, c'était le 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Paul Kagame, jusqu'aux dernières informations, Paul Kagame est le plus grand absent. Madame, vous savez, en réalité, il devait être une paria. C'est quelqu'un qu'on pouvait écarter de toutes les organisations internationales. Parce que, madame, les éléments fondateurs ou les notions fondateurs de ces organisations internationales, il y a la souveraineté des États, les principes de non-agression, par exemple, il y a la non-ingérence, mais il marche aux antipodes des valeurs de droit international. Il marche aux antipodes, madame. Ça veut dire il doit en principe être mis à l'écart. Le fait pour lui de s'auto-exclure, je pense que c'est logique par rapport à son comportement qui est moyenâgeux. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour l'enracinement du droit international. Lorsque le droit international veut que si un pays est indifférent avec un autre pays,
que l'on puisse privilégier la diplomatie pour régler le problème. Alors, parlons de la situation sécuritaire, Maître Francis Tchibalabala. Votre collègue député Robert Angenonga, d'ailleurs, ça fait débat à travers les réseaux sociaux, à l'Assemblée nationale, mais aussi élu dans un autre pays, un pays qui nous agresse également, qui soutient l'agresseur de la RDC. Alors, dites-nous, vous êtes son collègue, est-ce vrai? Madame, je suis très mal placé personnellement en tant que député. Vous ne voulez pas parler de votre collègue? En tant que député, non, parce non. Que le silence de l'Assemblée nationale inquiète les Congolais. Un élu de l'Est qui siège à l'Assemblée nationale, même si on apprend que depuis un temps, il ne siège plus, il a été élu, on a vu des affiches, élu en Ouganda comme député aussi. Madame, vous savez, en politique responsable, je ne peux pas infirmer, moins encore confirmer ces accusations qui sont gravissimes. Mais... Gravissimes parce que la loi électorale, comme la Constitution, disent clairement, les deux textes, pour être élu député, il faut être congolais. Le fait pour, entre guillemets, un étranger soit élu député, je pense que c'est violer la Constitution et les lois de la RDC. Mais pourquoi je suis réservé? Parce que l'Assemblée nationale n'a pas encore communiqué sur la question. Mais entre vos collègues, vous n'en avez pas parlé? Il doit être avec vous dans les groupes? Personnellement, non. Personne n'en parle. Nous attendons la communication de l'Assemblée nationale. Mais cette c'est communication là que nous allons nous positionner par rapport à cette situation. Mais madame, ces problèmes, s'il est vrai, il remonte à la surface un malaise, un problème sérieux. Lesquels? de nationalité, madame. Le Rwanda a travaillé dans ces pays pendant plus de 30 ans pour brouiller le piste, pour détruire justement l'identité congolaise, en infiltrant des étrangers, des Rwandais, aujourd'hui qui se passent pour des Congolais, qui occupent des postes de responsabilité. C'est cela la difficulté que nous avons connue. Quelqu'un qu'on reconnaît comme étant Congolais, un général, il commande des unités importantes de l'armée, alors qu'il est un pion de l'ennemi. Il est en train justement d'informer l'ennemi de tous les faits et gestes de Ils sont même avec vous au sein de votre parti. Dans l'administration. C'est pas ça les dangers parce que aussi... Dans l'administration, ça existe. Même au sein de notre parti. C'est qu'ils sont venus, ils vous ont rejoint après l'accession de l'UDPS au pouvoir. Allez-y. Parce que tu supposez que vous avez une quarantaine ou une trentaine d'années. La voisin Moko, vous vendez pendant 30 ans. Yo est bien un Congolais. Au tika la ondimate sur les étrangers. Ils ont même prêté, il y a des prêtres, non, ils nous ont infiltrés de la cave au grenier. Et le président Tshisekedi, c'est un élu de Dieu. Il a reçu la mission de nous sortir justement de cette situation-là de vassalisation. Aujourd'hui, plusieurs la RDC n'existait que sur papier. En réalité, nous étions le vassal du Rwanda. Rien ne pouvait se faire au Congo sans la vie de Paul Kagame. Ce n'est pas normal. Les gens oublient vite. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous affranchir. Et vous voyez ces affidés de Kagame venir crier « Oh, nous sommes en train d'échouer, patati patata ». Et malheureusement, ils n'ont jamais compati avec la population, ils n'ont jamais condamné l'agression rwandaise. Alors nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro, mais je reviens, ces affirmations de Maître Arlette Odia qui dit « Un opposant est intouchable ». Elle réagit face donc à l'arrestation de plusieurs proches de Joseph Kabila Kabange, notamment Obama Minakou, Emmanuel Chadari. Un opposant est intouchable. Ce n'est que dans une république bananière qu'un opposant ne peut être intouchable. Mais pourquoi cette chasse aux opposants? Non, dans une république, au vrai sens du terme, une république à part entière, pas entièrement à part.
tout citoyen, de la cave au grenier, du plus petit au président de la République, doit être soumis à la loi. Lorsque vous commettez des actes répréhensibles, attendez-vous à la rigueur de la loi. Donc, vous serez aux prises avec la justice. N'est pas intouchable. Lorsque vous êtes opposant, même pas seulement l'opposant, même un tout ministre, Congolais, un député, etc. Madame, de quelle république parle-t-on? De la République démocratique du Congo, qui a de lois, qui a des textes, qui régissent les rapports des hommes entre hommes ou les rapports des hommes avec l'État? Madame, non. C'est comme ça qu'ils ont dirigé les pays pendant 18 ans, dans une anarchie totale. Alors, la question du dialogue, vous aviez étalé votre position, c'est que vous souhaitez que ça soit donc fait, mais d'un côté, on a des politiques qui demandent les dialogues nationaux inclusifs, notamment la MOUCA. À l'UR de Norbert, on parle d'un dialogue politique global et inclusif. Et de l'autre côté, votre ancien allié, Kabound, qui demande également un dialogue inclusif. Alors, la situation sécuritaire, vous l'aviez dit, comme plusieurs, qu'elle est sécuritaire, c'est qu'il ne doit pas être lié donc, au dialogue, qu'elle doit être le préalable, selon vous, avant que ce dialogue ne soit composé, même si le porte-parole du gouvernement est revenu pour dire le dialogue, oui, mais un dialogue qui sera organisé en République démocratique du Congo et non ailleurs, c'est que rejettent certains politiques. Madame, vous savez, l'histoire politique de notre pays nous renseigne que le même Congolais qui monte sur le toit, qui crie à la violation de la Constitution, sont le même qui font les lits de la violation de cette Constitution-là. Comment ça? Ces opposants-là, en exigeant à corps et à cri les dialogues, nous savons à quoi ça va déboucher, sur quoi ça va déboucher. Nous savons déjà. Partage des gâteaux? Ça sera partage des gâteaux, ça sera glissement. Okay. Où est la part de la population dans ces dialogues? N'est-ce pas que nous allons encore violer, comme en 2016, la constitution de la RDC, en refusant d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Madame, vous savez, les opposants doivent intégrer cette culture démocratique. Ça veut dire que vous avez perdu les élections. Acceptez. Vous avez reconnu sportivement les avoir perdus. Attendez jusqu'à la fin du mandat de celui qui est en poste pour que vous puissiez vous présenter aux élections. Moi, j'aurais souhaité que les opposants se réunissent pour confectionner ou peaufiner une offre programmatique qui vont soumettre à la population lors des futures élections. Plutôt que ne jurer que sur le dialogue dont nous connaissons déjà l'issue, madame. Alors, le dialogue soutenu... Et ça, c'est un recul démocratique. Alors, le dialogue soutenu par certains vous n'allez pas entendre les démocrates exiger les dialogues avec les républicains, avec Trump, nonobstant le fait qu'ils se comportent en gangsters. Alors, le dialogue soutenu par certains, un dialogue avec ceux qui agressent la RDC, notamment les Congolais qui ont pris les armes, l'inquiétude de certains Congolais. Si ceux qui agressent, qui ont choisi de soutenir l'ennemi, reviennent autour d'une table, ce sera une façon d'encourager les autres. Quand vous êtes frustré, madame, la place des traîtres, des ennemis de la RDC, c'est la prison. Donc, vous ne soutenez pas un dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Ça serait une prime qu'on donnerait à ceux ou à celui qui a tué la population. Alors, pour terminer, je me positionne contre cette approche et je pense que si on applique vigoureusement la loi contre ces Congolais de mauvaise qualité qui, pour leurs intérêts égoïstes, ont accepté
de tuer la population, qui ont accepté de passer à l'ennemi pour des intérêts mercantiles, je pense que ça va décourager ceux qui vont caresser dans le futur ces idées-là de toucher des armes contre le pays, contre leur pays. Et le fait que tout le monde puisse plaider, que ces gens puissent participer au dialogue, qu'il y ait un pardon, etc., ça serait une carte blanche qu'on donnerait à d'autres compatriotes et ça sera, on va aller crescendo et notre démocratie va peiner justement à aller de l'avant. Alors pour terminer en quelques mots, Maître Francis Chibalabala, dites-nous, certains estiment aujourd'hui que Félix Tshisekedi, oui, 7 ans au pouvoir, mais il n'a pas géré pendant les 7 ans parce qu'il y a eu la guerre qui a perturbé son mandat. Non seulement la guerre, il y a également eu la Covid-19 qui est arrivée. C'est que pour Félix Tshisekedi, lors de prochaines élections, il a encore le droit de se présenter, même si la Constitution ne sera pas touchée. Et quelle est la position de Maître Francis Chibalabala? Madame, moi je Gabriel voudrais seulement... Mokia a même demandé les reliquats. moi personnellement, je voudrais vous amener vers une réflexion. Allez-y. Madame, vous savez, depuis plus de 30 ans, on a connu 2 chefs d'État. Le Rwanda nous a vassalisés. Le Rwanda nous a inféodés, nous a infiltrés. Le Rwanda dirigeait ces pays, Kagame à distance. Ils ont volé nos minerais, ils ont tué notre population. Il n'y a que le président Tshisekedi qui, au péril de sa vie, a accepté de sortir la population de ces jougs de l'ennemi, des agresseurs de la RDC. Nous ne sommes pas encore sur orbite, nous ne sommes pas encore à l'abri. Moi, je pense que pour consolider les acquis que nous avons, il faudrait que le président puisse prolonger son bail au palais de la nation. Parce que le risque est celui-ci. Si nous avons un autre président qui ne s'inscrit pas dans la continuité, qui est en même temps inféodé au Rwanda, nous allons revenir dans la case du départ. Et puis le temps qu'il puisse maîtriser les rouages de tout ce qui se passe, et ça va profiter aussi à l'ennemi. Et ça, on n'aura rien fait de toutes ces années à la case de départ. Passées par les présidents Tshisekedi. Madame, vous savez, faire tête aux ennemis de la RDC, c'est d'accepter de mourir. Le président Tshisekedi a raté combien? On a combien de fois voulu attenter à sa vie? Il a accepté de payer de sa vie pour que nous soyons affranchis, nous soyons libres, madame. Et je pense que l'opinion nationale est unanime et est d'avis avec moi qu'il faut une certaine continuité pour que nous soyons mis sur orbite, pour que le Rwanda et ou n'importe quel autre pays africain ne vienne plus s'amuser avec nous. Donc, voilà par exemple le fait pour le président Tshisekedi de rehausser les budgets de la défense. C'est un signal clair que nous voulons nous doter des moyens de défense suffisants pour protéger notre pays, madame. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui viendra vendre encore notre pays. 30 années de captivité, c'est énorme. Alors on comprend bien que Maître Francis Chibalabala est dans cette logique comme plusieurs que pour le moment, dans l'opposition, on ne voit personne d'autre. Madame, quelle opposition parlons-on? On parle de une opposition qui est inféodée au Rwanda, une opposition qui ne prolonge que la rhétorique rwandaise, une opposition qui peine, madame, à dire clairement que nous sommes dans un cas d'agression. Alors si dans l'opposition il n'y a personne qui ne fait que condamner les gouvernements, alors que le gouvernement s'érige en légitime défenseur du peuple congolais. Alors si dans l'opposition il n'y a personne, pas une opposition regardons crédible. Quand même dans la société civile, les clergés, pourquoi pas prendre le cardinal Ambongo? Ah, pourquoi pas le cardinal Ambongo comme... Madame, j'allais dire quelque chose, ça allait m'attirer le foudre. C'est complètement fini. Mais je préfère me taire, madame. C'est complètement fini.
comment évoluent les préparatifs de ce congrès tant attendu au sein de votre parti? En un mot, parce que j'ai conclu en souhaitant joyeux anniversaire à toutes les combattantes et combattants de l'UDPS, au président Tshisekedi, à l'exécutif du parti, aux fédéraux, aux sectionnaires, aux cellulaires, etc., aux structures informelles du parti. Joyeux anniversaire pour les 44 ans de notre formation politique. S'agissant du congrès, il y aura bel et bien congrès. Je pense que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par poindre. Alors, merci. Maître Francis Chibalabala, je rappelle que vous êtes député national venant du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'est complètement fini. Est-ce que vous avez un mot à adresser à toute la population congolaise? Parce que là, vous êtes adressé aux militants, au cadre de votre parti. Mais là, c'est les RDC, les Congolais qui vous ont suivi dans ce magazine. Voilà, je commence par demander aux Congolais de continuer à faire confiance au chef de l'État, de continuer à les soutenir. Nous avons tous compris qu'il y a deux camps qui s'étaient créés, les camps de la patrie, qui est piloté par le chef de l'État, et les camps des agresseurs, qui est piloté par les présidents Kagame et tous ses affidés, et le parti d'opposition qui ont fait allégeance justement à Paul Kagame. Et s'agissant du camp de la patrie, le président a bénéficié du soutien de la population et il doit continuer à en bénéficier jusqu'à la victoire finale. Nous sommes en train, naturellement, de déboucher sur justement cette victoire. Soyons positifs, espérons un lendemain meilleur avec le chef de l'État. Alors c'est complètement fini, espérons à un lendemain meilleur avec le chef de l'État. Ce sont vos mots de la fin. En effet. Merci bien, madame, messieurs. C'est complètement fini. Eh bien, c'est l'heure. Je ne cesserai de vous dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. Et n'hésitez pas à nous écrire par des voies habituelles. Et vous allez donc retrouver l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube Anita Plus TV. Merci de continuer à nous faire confiance. On se retrouve les dimanches prochains pour un nouveau numéro. Au revoir.